Coucou Noémie, Salut. ça va depuis le temps? Ah, écoute, depuis les 30 secondes où on a raccroché, je me suis dépêchée de tout préparer, tout va bien. C'est vrai que tu t'es déplacée, non? Oui, enfin, de 30 centimètres, mais voilà. Bah, à nos yeux, on dirait que ça a vraiment changé de pièce en fait. Non, non, je suis toujours dans ma chambre. Je ne suis jamais que dans ma chambre. Ok, bah, commencer. On va commencer par une explication de ce que c'est une dystopie avec Nico qui va nous expliquer en quelques mots. Ouais. Donc une dystopie, en gros, c'est souvent dans un style proche de la science-fiction, mais pas nécessairement. Et donc le principe, en gros, c'est que le monde dans lequel va se passer l'histoire est donc une dystopie, un système qui a été conçu pour être parfait, donc plutôt une utopie à la base, mais qui a mal tourné, quoi. Donc soit parce que des élites ont pris le pouvoir en transformant le système en oligarchie, enfin voilà. Une dystopie, c'est un système qui à la base est censé être parfait, mais qui au fur et à mesure de l'intrigue va révéler ses faiblesses au fur et à mesure. Voilà, en gros. Je sais pas si Noémie, tu as un truc à ajouter. Ouais, juste peut-être rassurer les gens, dire, dit comme ça va peut-être faire compliqué, mais on connaît tous et toutes plein de dystopies. Ça a été énormément adapté au cinéma, et ces derniers temps surtout, et vous allez voir qu'avec les titres qu'on a, vous allez savoir. Enfin, moi, personnellement, j'ai toujours besoin d'exemples et là, vous allez en avoir plein et je pense que ça va vous aider à vous rendre compte de quoi on est en train de parler parce que je vais pas vous donner déjà tous les titres dont on va parler, mais je sais que vous les connaissez et que donc vous allez savoir et vous y retrouver un peu. Voilà. Mais donc voilà, donc on a décidé de faire un classement chronologique, comme ça on peut voir aussi l'évolution des types d'histoires dystopiques qui évidemment au début elles sont assez simples puis ça se complexifie et puis c'est toujours lié avec ce qui se passe à ce moment-là dans le monde et donc on va commencer avec Ouais. Donc le livre dont je vais vous parler s'appelle Nous autres. C'est un livre qui est écrit par Eugène Zamyatin en 1920. Donc c'est un auteur russe qui a publié ce livre à Paris et puis ensuite en Union soviétique. Mais le livre a été interdit en 1923 parce qu'il critiquait directement le système russe de l'époque. Donc il est venu s'exiler à Paris pour continuer d'écrire, quoi. Voilà. Donc c'est l'histoire d'un ingénieur, une sorte de d'homme du futur qui a un nom avec une lettre et un chiffre. Il s'appelle D503. Et donc son travail consiste à fabriquer l'Intégrale, qui est un vaisseau spatial destiné à convertir les civilisations extraterrestres au bonheur que l'État unique prétend avoir découvert. Donc voilà, là on est bien dans la dystopie, on a un État totalitaire qui là s'appelle l'État unique. Voilà, il y a pas d'alternative possible. Et il veut répandre sa vision du monde vers d'autres contrées, quoi. Donc là on est pas mal dans l'idée de l'impérialisme qu'il y a dans 1984 par exemple, qu'on verra plus tard. Et donc là, on sent aussi l'inspiration du système soviétique qui était dans un sens un peu une dystopie aussi, quoi. Enfin, il avait ce but d'être le système parfait pour tout le monde et tout, et puis bon, l'histoire a prouvé le contraire, quoi. Donc au cours du roman, D503 se rend compte qu'il devient malgré lui de plus en plus attiré par l'ancien monde. Donc l'ancien monde, c'est un monde plus sauvage, qui est souvent le, le système antagoniste de la dystopie, c'est le monde sauvage. C'est une idée qui est reprise dans Le meilleur des mondes de Aldous Huxley, dont on va peut-être parler un peu plus tard aussi, ou enfin de toute façon on va le citer parce que c'est un livre très important. Et donc, il revient vers ce monde ancien qui caractérise la liberté, l'imprévisible et la précarité du bonheur, mais du coup quelque chose qu'on a besoin de travailler continuellement, quoi, qui n'est pas imposé
par cette dystopie, ce système qui est censé rendre les gens heureux, mais voilà. Donc, comme la plupart des contre-utopies, l'état unique décrit dans le roman est un état totalitaire qui régit toutes les activités pour essayer de faire le bonheur des gens au détriment de leur liberté individuelle. Voilà. Donc, des thématiques qui sont assez importantes et qui vont vraiment poser les bases de ce style de la dystopie. Ça sera beaucoup, enfin, ce livre a beaucoup inspiré Aldous Huxley, qui a écrit Le meilleur des mondes, et aussi George Orwell dans 1984. Et d'ailleurs, non, on en parle juste après. Du coup, j'enchaîne sur Ravage, qui est un livre qui est étudié parfois à l'école, il me semble. Donc écrit par René Barjavel en 1943. C'est un roman qui est entre dystopie et science-fiction post-apocalyptique. Donc on a au départ un système très moderne avec des gratte-ciel, une cité très en avance scientifiquement qui prône le progrès et la technologie. Avec un héros qui est un jeune étudiant qui est en train de passer un concours pour une école d'ingénieurs en chimie, en agriculture, agrologie, enfin, un truc comme ça. Et il a donc son amie d'enfance qui est une jeune femme qui cherche qui débute une carrière de mannequin et d'actrice. Et les deux sont donc à Paris et en fait il se passe un événement assez brutal donc dans ce système il est pas décrit très très clairement mais c'est un système proche du nôtre actuellement quoi. Enfin ça fait pas mal écho avec notre monde actuel et puis en fait un beau jour il y a une guerre qui se déclare et ça, bon, ils expliquent pas tout, mais au bout d'un moment, en fait, il y a une grosse coupure d'électricité qui bloque tout le pays. Et à partir de là, on est plus dans le post-apocalyptique, avec des héros qui vont donc fuir Paris et ce système décadent, quoi, qui est vraiment en train de collapser, quoi. Donc ils quittent la ville pour rejoindre dans un village, leur village d'enfance dans le sud, avec du coup ils rencontrent plein de problèmes, la famine, des bandes de pillards, des incendies. Enfin voilà, c'est plutôt catastrophe quoi. Il s'appelle Ravage, hein, le livre, ça explique plutôt bien. Et puis en fait, donc ça c'est les deux premières parties du livre, et ensuite il y a une partie une dernière partie où les protagonistes vont s'installer et créer un espèce de monde nouveau. Alors la dystopie, est-ce que c'est le premier système ou est-ce que c'est le deuxième? Enfin, faut lire le livre pour le comprendre quoi, je pense. Mais alors là, du coup, donc l'auteur René Barjavel, il écrit ce livre en 43, donc en pleine guerre mondiale, et il y a clairement des critiques des régimes de l'époque, que ce soit le régime de Pétain, mais pas que en fait. Enfin, dans le sens où il prône vraiment un retour à la terre et tout. Enfin, d'ailleurs, ça a été mal compris à l'époque par certains. Mais voilà, il critique vraiment cette vision de la ville avec les cités-tours. À l'époque, en France, il y a le plan voisin, Le Corbusier qui est un architecte assez connu, qui a inventé les grandes barres d'immeubles et tout. Donc voilà, ce livre, il se place un peu en critique de ce monde-là. Voilà. Ok, je vais passer au livre suivant qui est 1984, dont vous avez sans doute entendu parler, au moins. Donc le livre a été écrit en 1950 et c'est George Orwell qui imagine comment ce sera en 1984 justement.
Alors, comme c'est écrit en 1950, vous imaginez bien, on sort de la Seconde Guerre mondiale, on est en guerre froide avec entre les États-Unis et la Russie. On parle de nucléaire. Il y a eu les 2 bombardements au Japon. Et donc ici, dans ce livre, on parle, en fait, le monde est divisé en 3 blocs d'États. Donc on a plus ou moins l'Océanie et tout ça, on a l'Asie et l'Europe, grossièrement. Et ces 3 blocs sont en guerre perpétuelle pour essayer d'avoir des États qui sont pas encore assimilés. Et donc ils se battent en permanence là-dessus. Et on suit l'histoire de Winston Smith, qui travaille au ministère de la Vérité. Alors, le ministère de la Vérité, c'est là qu'on a toutes les archives de ce qui s'est passé dans l'ancien temps, donc avant qu'on soit dans cette société-là. Et le job exact de Winston Smith, c'est d'aller chercher les archives historiques et les modifier pour qu'elles correspondent à la propagande actuelle. Donc, en gros, le ministère de la Vérité, c'est changer l'histoire écrite pour que ça colle à ce qu'ils veulent. Donc, c'est évidemment hyper ironique. Et qu'est-ce qui se passe pour Winston Smith? C'est un jour, il se rend compte que Julia, une fille que lui ne supporte pas, l'aime bien. Et donc, ça va déclencher quelque chose chez lui, sachant que l'expression Big Brother vient de 1984. Donc, en gros, Big Brother, c'est le dirigeant du monde, enfin du bloc dans lequel il se trouve, et tout le monde aime Big Brother parce que c'est le sauveur, c'est l'être supérieur à tout le monde. Et en toutes les pièces, partout où on va, il y a toujours un écran allumé avec de la propagande de Big Brother, donc en permanence. Et donc c'est de là que vient cette expression où quand on dit Big Brother c'est tout, c'est 1984. Voilà, donc c'est intéressant de voir un peu que en 1950, comment on imaginait les années 80. À l'époque, en 1984, on s'est dit n'importe quoi, c'est pas passé. Et maintenant, de nos jours, on se rend compte que, voilà, avec toutes ces histoires du FBI, de la CIA qui nous regarde à travers la webcam, ce genre de choses. Donc, en fait, il n'était pas très loin de ça, George Orwell. Ensuite, il y a aussi, je trouve, dans 1984, une réflexion qui est très, très intéressante sur la langue. Ah oui. Parce que ils vont effacer des mots. En fait, ils vont essayer de simplifier la langue au maximum en retirant un maximum de mots. Et les gens ont tendance à y faire référence maintenant quand on essaye de simplifier la grammaire ou quand on ajoute des nouveaux mots en disant qu'on fait de la nova langue, qui est la langue de 1984. Et moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que pour moi, dans 1984, ce qu'ils font, c'est retirer un maximum de mots pour retirer au langage toute sa substance et sa subtilité, ce qui n'est pas le cas de ce qu'on fait aujourd'hui, loin de là, je trouve, à mon avis en tout cas. Et donc voilà, pour tout ce qui est... si vous avez déjà entendu dans les médias on fait de la nova langue, moi je l'ai encore vu sur Facebook il y a quelques jours, ça fait aussi référence à ce livre-là et franchement ça vaut le coup de lire pour se faire une idée. Et moi, la première fois que j'ai entendu 1984, c'est un film aussi, ça a été adapté, alors pas du tout récemment, mais mon prof d'anglais m'avait fait voir ça. Donc si vous préférez commencer par le film, c'est possible aussi. C'est un gros classique. Oui, c'est Dystopie, on pense d'abord à celui-là. Même si c'est pas le premier, mais c'est celui qui a le plus marqué les esprits. Avec Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley et peut-être Fahrenheit 451 qui est un peu le fils de celui-là, quoi. Enfin, c'est la suite logique, quoi. Alors maintenant, je vais faire un méga bond dans le temps. Donc on était écrit en 1950 et on va passer en 1985, ironiquement, avec La Servante écarlate de Margaret Atwood. Donc je vais pas trop m'étendre dessus parce qu'on en a beaucoup parlé ces derniers temps. Mais en gros, l'idée ici, c'est que le monde devient infertile. Donc, il y a beaucoup moins d'enfants qui naissent. La plupart des gens sont infertiles, tout simplement. Du coup, il y a des révoltes et on est dans l'état de Gilead,
qui est plus ou moins Canada, États-Unis. Il faut savoir que l'autrice est canadienne. Et ceci, c'est le journal de la servante écarlate. Donc, qu'est-ce qu'une servante écarlate? C'est une femme encore fertile et qui donc doit donner un enfant. Mais pas à n'importe qui, évidemment, c'est à quelqu'un de puissant et de riche. Le problème, c'est que les puissants et riches de cette société sont tous des personnes âgées, donc potentiellement aussi infertiles. Donc voilà, donc ça c'est son journal où elle explique un peu tout ce qui lui arrive et nous on suit ça et on essaye de comprendre ce qui se passe. Alors il y a donc une série qui a été faite que j'ai trouvé vraiment très bien. En plus Margaret Atwood a participé à la création de la série, donc c'est tout à fait légitime. Et alors cette année il est sorti Les Testaments, qui est la suite de La Servante écarlate, que je n'ai pas encore lu mais que je vais lire bientôt évidemment. Et voilà. Donc le livre suivant dont je vais parler, c'est Le Passeur de Lois Lane. Ah attends, Noémie, vas-y, parle-nous. Je veux juste rajouter un petit truc parce que ce qui est hyper intéressant dans celui-là aussi, c'est qu'on parle d'infertilité et que dans les années 80, c'était pas encore un gros sujet comme ça l'est aujourd'hui. Et je trouve que c'est hyper intéressant et hyper visionnaire aussi de se rendre compte que on arrive dans un monde où concevoir un enfant est de plus en plus compliqué. Et du coup, c'est devenu aussi un gros sujet en littérature jeunesse. Il y a Nadia Coste qui a écrit un roman là-dessus, par exemple, etc., etc. Et donc, c'est aussi le départ de pas mal d'autres livres qui vont sortir après sur l'infertilité. Et du coup, celui dont je pense, c'est... Je ne retombe pas sur le nom du livre de Nadia Coste, mais où là, on parle de clonage et de fertilité, etc. Donc voilà, c'est aussi un gros livre qu'on redécouvre grâce à la série, mais qui a quand même permis pas mal de choses. Le thème de la fertilité, c'est déjà pas mal abordé dans Le Meilleur des mondes, où en fait les enfants dans Le Meilleur des mondes sont conçus en laboratoire. Enfin, c'est une autre vision très science-fiction de la chose, mais finalement ouais, enfin c'est un peu le traitement du même sujet par deux biais un peu opposés quoi. Mais ouais, enfin moi j'ai juste vu la série et c'est vraiment très original parce que là la dystopie elle est, au lieu d'être très avancée dans le progrès et tout, là c'est l'inverse total. C'est vraiment comme si les Mormons avaient pris les armes et forçaient tout le monde à revenir au Moyen Âge. Enfin ouais, oui c'est un peu ça en fait. Où du coup c'est vraiment la privation et tout ça qui va permettre en gros au système de retrouver des valeurs anciennes et tout. Enfin c'est vraiment traditionnaliste extrémiste quoi. Et ouais. Et l'infertilité, on le retrouve aussi dans le film Children of Men. Ouais. Si je me trompe pas, je pense que c'est pas à la base, je crois que c'est à la base d'une nouvelle peut-être. Mais et donc là-dedans, l'idée c'est justement, il y a plus d'enfants sur Terre depuis 18 ans. Et ça commence avec la mort du gamin le plus jeune sur Terre qui a 18 ans, 4 mois et 16 jours. Et on annonce avec horreur que l'enfant le plus jeune maintenant, c'est une jeune fille qui a 18 mois, 4 mois et 30 jours. 30 jours, ça fait un mois de plus, mais bon, bref, on a compris l'idée. Elle est à peine plus âgée que lui, mais c'est catastrophique. Voilà. Et toujours dans les naissances spéciales et tout, je trouve que je passe bien avec Le Passeur, donc qui est beaucoup plus récent, 1994, où là on est dans un monde en nuances de gris, dans le sens où les gens voient en nuances de gris, mais même tout ce qui se passe là-dedans est très fade. Il y a la façon dont les gens parlent est très attendue, etc. Et en fait, dans ce monde-là, on a Jonas qui vient d'avoir 12 ans, parce que à ce moment-là, tout le monde a 12 ans en même temps. Et du coup, à 12 ans, il va commencer son apprentissage pour son métier, pour toute sa vie. Et c'est pas lui qui choisit, c'est le gouvernement de son patelin qui dit voilà, toi tu vas faire ci, toi tu vas faire ça. Et lui, il est appointé au passeur. Donc le passeur justement. Et le passeur, c'est un vieux monsieur qui habite là, qui
un peu exclu du reste du patelin. On sait pas trop pourquoi. Jonas, il a vraiment pas envie de faire ça parce qu'il trouve ça bizarre, mais apparemment le passeur lui-même l'a choisi parce qu'il a quelque chose de spécial. Et j'ai pas envie de trop en révéler là-dedans. Mais donc bon, j'ai beau dire que tout ce qui se passe dans ce monde-là est fade, ce livre n'est pas fade du tout. Moi, je l'ai découvert en humanité, c'était une lecture scolaire et ça reste une lecture scolaire et j'ai trouvé ça incroyable. La fin aussi, voilà. Et par contre, je vais le dire, il y a un film qui a été fait à partir du livre, mais je le déconseille tout à fait, parce que comme je disais ici, c'est un monde plutôt nuance de gris, très voilà. Et le film, ils ont essayé d'en faire un film d'action où les personnages principaux ont 16-17 ans. Enfin, voilà, c'est une autre histoire. Ouais, bah, c'est un film qui est resté en Belgique quelques jours au box-office parce que moi, je m'étais dit que j'allais quand même aller le voir et j'ai pas eu le temps. Donc, moi, j'étais super en colère. J'étais là, mais c'est quoi le délire? Mais après, si on a lu, on peut très bien voir le film et apprécier si on n'a pas lu le livre et juste les prendre séparément. Ne vous attendez pas à avoir un rendu fidèle du livre. Alors, moi, sans avoir lu le livre, je peux dire que le film est mauvais. Voilà. Voilà. Ok, bah on va passer au livre suivant. Globalia. Ouais. Alors, Globalia, c'est un livre qui est sorti en 2004, écrit par Jean-Christophe Ruffin. Donc là, on est vraiment dans la dystopie assez classique, quoi, encore assez proche du meilleur des mondes. Donc on a une sorte d'État mondial qui s'appelle Globalia, qui assure à ses citoyens sécurité, prospérité et une certaine forme de liberté, tant qu'ils remettent pas le système en cause. En gros, c'est un peu la Chine, quoi. Donc ces citoyens habitent des zones sécurisées qui sont donc principalement l'hémisphère nord. Et donc il y a des non-zones qui sont essentiellement les zones de l'hémisphère sud, qui sont réputées inhabitées, sauf, enfin, elles servent de refuge à des populations que le pouvoir qualifie de terroristes et de déviants et tout ça. Et donc le personnage principal, Baikal Smith, est un jeune globalien qui cherche à fuir cette société qui lui pèse. Et ce jeune homme se fait enrôler dans une machination montée par un certain Ron Altman, qui consiste à créer un ennemi public numéro 1 pour fédérer les globaliens contre cette menace extérieure des non-zones, quoi. Donc c'est une espèce il est pris dans un espèce de complot monté par Globalia et il va essayer de se sortir de ça malgré sa situation, quoi. Du coup, c'est un livre qui parle essentiellement de dérives totalitaires et de besoin d'ennemis en fait pour la cohésion d'un système, quoi, quelque chose qui avait vraiment été appliqué par plein de régimes et qui est encore appliqué aujourd'hui par nos pays. Voilà, c'est toujours plus facile de se battre contre quelqu'un pour unifier les gens que de simplement les rendre heureux en leur donnant ce qu'ils veulent. Donc voilà, c'est vraiment une grosse thématique de ce livre-là. Après, ça parle pas mal aussi des faiblesses du pouvoir politique face au pouvoir économique, parce que c'est un système inspiré du capitalisme et tout ça, donc où l'argent a un pouvoir très fort. Ça parle aussi de la difficulté de concilier liberté et sécurité. En général, c'est difficile d'avoir un système qui arrive à associer les deux. Donc voilà, là on a un système où on a une sécurité avec des frontières très très hermétiques et puis une liberté qui est un peu simulée. On donne l'impression aux gens qu'ils ont la liberté de s'exprimer librement et tout ça, mais en fait pas vraiment, parce qu'on va les balancer dans les non-zones
si jamais ils se tiennent pas à carreau. Et du coup, donc cette société qui a le droit d'exclure des individus le fait pour son bien-être en fait. Enfin, c'est ce qu'ils disent quoi. Mais voilà. Donc pour ça, ils ont une tendance à infantiliser les masses au nom de leur bien-être avec des fêtes, des des espèces de. Enfin, c'est très proche de notre système en fait. Hein. C'est voilà. Des jeux du pain, quoi. Ouais. C'est. Et du coup voilà, donc ça c'est les thématiques qui sont abordées. Donc c'est vraiment la suite logique de 1984, Le meilleur des mondes, Fahrenheit 451. Enfin c'est aussi un livre qui a pas mal retenti dans la sphère dystopique tout ça. Et en plus, il a un peu ce rapport d'opposé nord-sud, donc un peu l'hémisphère nord riche et développé, tout ça, qui pointe du doigt l'hémisphère sud comme les pauvres et terroristes du coup. Enfin là, c'est vraiment très noir et blanc, mais enfin ils ont fait une ambivalence très très marquée, mais voilà, ça pointe des choses qu'on peut observer aussi. Moi, ce que j'avais aimé aussi dans ce livre, c'est donc il date de 2004, c'est vieux, 16 ans, mais et on parle beaucoup de, comme le dit le titre, globalisation, on essaye que tout le monde soit pareil et tout, mais en même temps, il parle beaucoup de l'appropriation ethnique, qui est pas trop un problème chez nous en Europe, mais plus aux États-Unis où si tu es blanc, tu peux pas porter de rasta aux États-Unis parce que c'est considéré comme voler la culture de quelqu'un. Et ici, dans ce livre, on en parle au début, le choix des prénoms. Donc ici, le personnage principal a un prénom d'origine asiatique, mais je ne sais plus où exactement en Asie, parce que il a des racines de ce côté-là. Et du coup, en fait, c'est le monde qui lui dit, enfin, qui disent aux parents, voilà, vous pouvez choisir parmi les prénoms de cette catégorie-là ethnique. Donc, voilà, si t'es né en France, mais que tes parents sont d'originaire, je sais pas moi, de Chine et de Mexique, eh ben, ton prénom est obligatoirement soit mexicain, soit chinois. Voilà. Et je trouvais que ça, à l'époque, moi, je trouvais ça assez spécial, limite, tiens, avec quoi il vient. Et maintenant, nos jours, je me dis, mais en fait, encore quelque chose où c'était une vision, quoi, 16 ans en avance, tiens, on globalise tout, mais en même temps, on sécurise le culturel. Voilà. Alors, je passais donc au livre suivant, que j'ai pas le livre, mais ça s'appelle Uglies. C'est pour moi, enfin, un de mes romans préférés. Je suis très étonnée qu'il n'ait pas plus de retentissement que ça, ou est la série, ou est le film. Donc, c'est une histoire en 3 tomes. Le premier, c'est Uglies. Pour ceux qui parlent pas anglais, Uglies, ça veut dire moche. Parce qu'en fait, dans ce monde-là, jusqu'à 16 ans, on est des Uglies. On est moche. C'est comme ça. Puis quand on fête ses 16 ans, on passe à l'hôpital, on se fait toute une chirurgie esthétique. Alors c'est pas nous qui choisissons, c'est évidemment les chirurgiens qui nous choisissent quel nez, etc. Et puis là, on devient prétise, on peut aller dans la ville des prétises. Et au bout d'un moment, on devient vieux, et je crois que ça s'appelle l'écroulant ou quelque chose comme ça. C'est ça, l'écroulant. Et là, on peut s'installer dans un petit pavillon, avoir un enfant, etc. Donc là, on suit l'histoire de Tallulah qui va avoir 16 ans, qui va donc devenir une pretty et qui a bien hâte parce que sa meilleure amie est déjà partie et du coup, ça va être son tour et elle s'ennuie un peu. Et la veille de ses 16 ans, on vient la voir, des officiels viennent la voir et lui disent, voilà, ta copine, elle s'est enfuie. Donc, si tu veux ton opération, tu dois aller la chercher. Et donc, à nouveau, comme dans d'autres histoires qu'on a dit, il y a ce monde bien fermé, bien ric-rac que tout le monde connaît, mais il y a toujours des rebelles quelque part. Et donc, elle va à la quête de son amie parmi les rebelles, et donc elle-même découvre des choses sur ce monde qui, on s'en doute, n'est pas
aussi beau que on le prétend. Et donc voilà, c'est le tome 1, puis il y a le tome 2 Précise, puis il y a Spécial, puis encore Extra. Enfin, moi j'ai tous aimé, je sais que toi t'as pas trop aimé Extra, qui est plus... Moi, j'ai pas trop aimé le dernier parce que je trouvais qu'il était. Enfin, j'ai eu l'impression que c'était un peu tiré sur la corde et qu'il n'amenait plus tellement de choses dans cet univers. Par contre, Westerfeld, enfin il vient d'y avoir la traduction d'une nouvelle série qui se passe, je ne sais plus combien d'années après Mm. ça. Et donc, on revient dans cet univers des années après. Et cette nouvelle série, par contre, moi, je suis dedans, j'ai adoré. Euh, parce qu'il y avait de nouvelles choses, il y avait une nouvelle approche, de nouvelles. Voilà, on est de nouveau en train de gratter le vernis. Et c'est ce que je trouve très intéressant, c'est que on se dit que tout est beau, tout est magnifique. Et puis tu grattes un peu, tu te rends compte que non. Donc, le pouvoir se renverse. Tu regrettes un peu. Et voilà, et c'est une sorte De balance. d'équilibre très instable qui est vraiment très intéressant. Moi, ce que j'aimais bien dans Extra, qui est basé, donc, c'est plus l'histoire de Tallulah, ça se passe dans un autre pays, où là, en fait, le pouvoir est basé sur la popularité, donc on reçoit des votes, etc. Et à nouveau, ce livre a été écrit, je sais pas quand ce tome a été écrit, mais c'était, j'ai envie de dire, il y a 10 ans, mais ouais, il y a moyen que ce soit il y a 10 ans. Ou voilà. Et donc et à l'époque à nouveau on se dit ah basé sur la popularité c'est n'importe quoi et tout, et puis maintenant on voit il y a cet épisode très célèbre de Black Mirror, voilà, mais il y a aussi en Chine, pour de vrai, en Chine, il existe un système de popularité qui te permet d'avoir un appartement plus beau, plus nul, d'avoir des meilleurs services et tout ça, d'après ta popularité. Et donc, voilà, moi, c'est ça que j'aimais bien avec ce livre-là. Mais je comprends aussi que on n'était pas obligé de le rattacher à Église, donc ça aurait pu être un tome à part. Voilà. Ou peut-être que j'aurais pas dû les lire tous d'un coup, Ah, peut-être. parce que ici, la suite, alors, j'arrive pas à tomber sur le nom et j'ai pas mon ordinateur à portée de main pour vérifier, mais la suite, on l'a à la bibliothèque. Là, ça fait quoi? Ça fait 5 ans que j'avais lu Église et donc, ça me fait plaisir de retourner dans cet univers sans avoir une idée qui est encore trop fraîche que quand tu. C'est comme quand tu binge-watch des épisodes, bah moi je binge-lis des séries et donc forcément au bout, si on ne reste pas dans la même qualité ou dans les mêmes idées, bah parfois je suis déçue, mais je pense que si je l'avais lu comme Harry Potter en attendant 1 an à chaque fois, peut-être que ce serait mieux passé. Ça, je ne sais pas du tout, évidemment. C'est vrai que moi, j'ai lu les trois Églises, enfin Église Précise spéciale et Extra, je crois que je l'ai lu 2, 3 ans plus tard. Donc ouais, c'est peut-être ça, tout simplement. Donc lisez-les tous les 4, mais peut-être pas tous en même temps. Réservez Extra pour plus tard. De façon générale, moi j'ai arrêté de lire tout d'un coup parce que quand je découvre un auteur ou une autrice que j'aime bien, j'ai tendance à lire toute sa production. Et il arrive un moment où j'en ai ras-le-bol, ou quelque chose qui est moins bien, ou moi qui ne suis plus dans le même état d'esprit, et ça me déçoit. Donc j'ai arrêté de faire ça. Et si je peux vous donner un conseil, c'est arrêtez de faire ça. Lisez tout parce que vous aimez, oui, mais accordez-vous des pauses pour ne pas être déçu à un moment ou à un autre. Ouais, j'ai fait pareil aussi. En plus, surtout, on sait jamais combien de livres vont écrire des auteurs. Bah, par exemple, bon, si c'est Gudule, on sait qu'on en a pour toute une vie, ou Mario de Muraille, mais moi j'ai eu ça avec Jane Austen, tout simplement. Je savais qu'il y en avait que 6 et que voilà, une fois que je les aurais tous lus, je les aurais tous lus, donc bien espacés parfois, c'est bien. Enfin, voilà, je te laisse passer au livre suivant. Alors, moi, je vais vous parler de ce livre-ci. C'est la nouvelle couverture, c'est Entre chien et loup. Il y a 4 tomes, c'est le 4e que j'ai en main. Et j'ai eu une grande discussion avec Judith ce matin à propos de ce livre parce que j'hésitais un peu. Les livres dont je vais vous parler, la plupart en tout cas, sont vraiment à une frontière. Est-ce que c'est vraiment de la dystopie ou pas? C'est à chacun et chacune d'en juger. Celui-ci, il parle d'un monde tel qu'on le connaît, mais renversé. C'est-à-dire que les gens qui ont de l'argent, les gens qui ont du pouvoir, les gens qu'on écoute, les gens qui sont la norme, ce sont les Noirs. Et ceux qui ont des métiers plus ingrats, ceux qu'on n'écoute pas, ceux
sont vraiment le petit peuple, ce sont les Blancs. Et du coup, ben c'est juste, finalement, c'est un retournement de paradigme, mais ça reste hyper intéressant. Et spécialement pour le moment, en fait, je pense que partout, enfin, les mois autour de la condition des personnes noires touchent tout le monde. C'est vraiment un gros sujet pour le moment. Et je suis incapable de parler de racisme, étant donné que j'ai le privilège d'être née blanche. Mais je pense que du coup, ce privilège, moi, je dois le compenser en me renseignant, en lisant, en, en connaissant l'histoire, et que c'est la seule manière de décoder et de décrypter notre monde. En tout cas, moi, c'est mon analyse. Et je trouve que entre chien et loup, ça permet de faire ce genre de choses parce qu'il y a des choses toutes bêtes dont je m'étais jamais rendu compte parce que c'est ma norme. Et par exemple, dans le premier tome, à un moment, il y a un problème de sparadrap. Et ça peut sembler très bête. Mais est-ce que vous vous étiez déjà rendu compte que les sparadraps ont la couleur des gens blancs? Je m'en suis rendu compte il y a quelques années parce que j'ai vu des sparadraps pour personnes de couleur et je me suis fait, ah ouais. Ouais, ouais. C'est vrai que c'est une question que je m'étais jamais posée. Et là, bah, les sparadraps, ils sont tous avec une carnation foncée. Et du coup, ça m'a permis, moi, de me dire, ah mais oui, mais en fait, j'ai jamais ce problème-là avec des sparadraps. Donc voilà, entre chien et loup, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est juste une histoire, c'est une histoire de pouvoir et oui, c'est essentiellement une histoire de pouvoir dans un monde où les gens qui sont dans les plus hautes sphères du pouvoir sont noirs. C'est hyper intéressant, c'est très bien écrit. Mallory Blackman, c'est une très bonne autrice. Elle a aussi écrit Insurgé. Je sais que tu hésitais, Judith, à en parler, et c'est un roman que j'ai beaucoup aimé aussi. Par contre, la traduction n'est pas très bonne parce qu'il y a des fautes d'orthographe dans la traduction d'Insurgé et ça m'a énervée. Mais bon. Et alors, l'avantage aussi entre chien et loup, c'est que si vous n'êtes pas un ou une grande lectrice, il y a, pour le premier tome, il y a une BD. Et moi, j'avoue que le premier tome, je ne l'ai pas lu. En roman, j'ai lu la BD. Parce que souvent, quand je suis au comptoir de prêt, j'aurais plus de facilité à lire une bande dessinée qu'un roman. Parce qu'il y a des gens qui arrivent et que j'ai plus de facilité à m'arrêter en plein milieu d'une BD qu'en plein milieu d'un roman. Et voilà, donc si vous voulez commencer par Entre chien et loup, savoir si ça va vous plaire ou pas, la bande dessinée est vraiment pas mal faite et ça permet d'avoir un pied dans l'univers et puis de continuer si on veut. Il y a 4 tomes, il y a des... Tout à l'heure, Nico, tu parlais de Globalia, je trouve que certains des thèmes ici se retrouvent dedans aussi sur les ethnies, évidemment, sur l'appartenance, sur... tout ça est dedans et il est vraiment bien, donc je vous le conseille. Voilà. Pour la suite, moi, je vais surtout citer 2 livres. Alors, est-ce que j'ai vraiment besoin de présenter Hunger Games? Je ne pense pas. Mais voilà, c'est quand même, je trouve, j'ai l'impression que c'est le livre qui a remis la dystopie à l'avant ces dernières années. Donc, il date de 2009, donc ça fait quand même 11 ans. Et donc, on a recommencé à parler de dystopie. Il y a d'ailleurs eu toute une mouvance de plein d'autres dystopies et c'est surtout, mis à part le passeur et entre chien et loup, église un petit peu, mais sinon c'est souvent adulte. Là, celui-là, parle plus à la jeunesse. Voilà. Et donc ici, on connaît le principe, c'est Battle Royale. D'ailleurs, c'est basé un peu sur l'idée du manga Battle Royale. Bon, j'aurais bien voulu parler, mais j'ai juste vu le film, j'ai pas lu le manga, donc voilà, mais qui est aussi très intéressant comme dystopie. Surtout que, bon, je m'éloigne un peu, hein, je vais parler un peu de Battle Royale parce que c'est une dystopie, mais qui reste très ancrée dans le monde réel. Parce que tous les livres qu'on a cités là, c'est des mondes complètement imaginés. Tandis que Battle Royale, ça se passe dans une société et le seul truc qui est dystopique, c'est ce côté où on rassemble des jeunes et on dit il y en a plus qu'un qui doit survivre. Et c'est tout. Et là, au contraire des sous-populations dont on a parlé d'infertilité, c'est un problème de surpopulation. Enfin bref, pour revenir à Hunger Games, donc c'est Katniss qui vit dans un district très pauvre et qui est piochée pour aller se battre dans une arène. Ils sont 24 et il y en a plus qu'un qui peut s'en sortir. Sauf que Katniss, c'est l'anti-héros par excellence. Elle a pas du tout envie d'être là. Elle en a
rien à kicker de ce qui se passe autour d'elle, mais malgré elle, elle devient le mouvement de la révolution parce que tous ces gestes qu'elle fait pour se protéger uniquement elle et sa famille, parce que c'est quelqu'un de hyper égoïste, hein, et ben ça l'aide à protéger tout le monde et voilà. Donc 3 tomes, 3 super films. Je trouve que je suis très difficile en adaptation de cinématographique, mais je trouvais que les films étaient super bien faits. Je suis très contente. Voilà. Je sais pas si l'un de vous a quelque chose à dire sur Hunger Games. Non, sinon dans l'introduction, quand j'ai dit aux gens qu'ils ne devaient pas se tracasser, qu'ils allaient savoir ce qu'était une dystopie, moi c'est vraiment à Hunger Games que je pensais parce que les autres sont super intéressants et importants à lire aussi, mais celui qui a vraiment défrayé les chroniques et qui, pour moi, dans ce qui est sorti tout d'un coup, était vraiment, vraiment bon, c'est celui-là. Oui. C'est un peu le Harry Potter de la dystopie, quoi. Ouais, on va dire ça. Le livre suivant dont je vais vous parler, j'ai pas le tome en main, ça s'appelle Le Labyrinthe ou Maze Runner. Alors là, c'est aussi un livre où je n'étais pas trop sûre de le mettre en dystopie parce que c'est qu'à partir du tome 2 qu'on se rend compte que c'est vraiment une dystopie. Donc, en gros, c'est Thomas qui se réveille entouré de jeunes garçons dans une prairie qui se trouve encerclée de murs. Il comprend assez vite, enfin, lui explique qu'ils sont au centre d'un labyrinthe et qu'ils doivent survivre là. Tous ces garçons sont là. Il n'y en a aucun qui se souvient de sa vie d'avant. Tout ce dont ils se souviennent, c'est leur prénom. Tout le reste, ils savent pas. Et leur but, c'est de sortir de ce labyrinthe. Voilà, j'ai pas beaucoup plus à en dire sur l'histoire. Par contre, je tiens à préciser que autant le premier livre et le premier film, j'ai vraiment beaucoup aimé, autant le tome 2, j'ai pas du tout aimé. Je me suis forcée à le finir. Le film 2, j'ai vu la bande-annonce, j'ai laissé tomber. C'est 2 histoires, c'est pas du tout les mêmes histoires que le livre, mais c'est tout autant en cacahuète. Et en fait, en quoi c'est dystopique? C'est parce que le monde est ravagé par une maladie et ce labyrinthe, c'est un test, tout simplement. Je vais pas rentrer trop non plus dans les détails pour ceux qui sont intéressés de voir la suite. Mais moi, je trouve que le tome 1 et le film 1, et je pense que Noémie est d'accord avec moi, peuvent très bien se tenir tout seuls. Il n'y a pas besoin de la suite. Voilà. Donc, testez. Moi, je le déconseille, mais vous faites ce que vous voulez après. Voilà. On en a aussi parlé tout à l'heure, du coup, effectivement, je suis d'accord avec toi, à la différence que moi, je ne les ai pas lus. J'ai vu les 2 premiers films et ça ne m'a pas assez convaincue pour me donner envie de lire les livres. Je vois qu'il y a des gens qui sont en train de se connecter, donc juste peut-être, déjà vous souhaiter à tous et toutes la bienvenue, vous dire qu'on est en train de parler de dystopie et qu'aussi, vous êtes en live, donc il y a des commentaires, donc s'il y a des dystopies que vous avez vraiment aimées et donc on ne parlera peut-être pas parce qu'on a un temps limité, mais n'hésitez pas à donner des idées, et puis si vous nous regardez plus tard via YouTube, les commentaires sont ouverts et moi, ça m'intéresse vraiment de découvrir de nouvelles dystopies parce que c'est quelque chose que j'aime bien lire quand c'est bien écrit. Oui, vous n'avez pas de problème à suivre le reste de la discussion, même si vous n'étiez pas là depuis le début. Et si ça vous intéresse, comme disait Noémie, ce sera sur YouTube après. Et on va même faire une bibliographie avec les livres dont on a parlé, même d'autres dont on n'a pas spécialement parlé, juste mentionné ou qu'on avait envie de rajouter. Vous aurez tout ça après. Donc voilà, à vos claviers, n'hésitez pas à nous écrire. Et j'ai vu, là, c'est la petite info-service, mais j'ai vu que la maman de Swazik venait de se connecter. Alors, je dis bonjour à la maman de Swazik et bonjour à Swazik parce que je lui avais dit, j'ai dit à Swazik qui fait partie du club Adoc, la prochaine fois que je la verrai se connecter, je lui dirai bonjour parce que c'était son anniversaire il n'y a pas longtemps. Alors voilà, c'est le moment dédicace. Joyeux anniversaire! Elle vient de fêter ses 18 ans, la petite Swazik qui est arrivée, elle était grande comme ça, et elle est venue au club Ado et maintenant elle a 18 ans. Voilà. Ma bonne dame. Judith, c'est toi qui sais. Est-ce que c'est moi qui dois enchaîner maintenant ou pas? C'est toi. Oui. Tes 3 derniers livres. Ok. Du coup, je vais commencer avec Reboot. Alors celui-ci aussi, très particulier, pas assez lu à mon avis, parce qu'il est vraiment intéressant. On est dans une société où la police, ce sont des adolescents. Et ce ne sont pas n'importe quel adolescent. C'est une unité spéciale qu'on envoie quand il y a de gros problèmes
quand c'est vraiment, vraiment dangereux. Et pourquoi est-ce qu'on envoie ces ados-là? Parce que ce sont des reboots. Les reboots, ce sont des ados qui sont décédés et qui, après X minutes, vont revivre. Et donc, ce sont des sortes de zombies, si on veut. Sauf que c'est pas une histoire de zombies bête et méchante, ça va vraiment analyser comment les strates de cette société qui est très particulière. On n'est pas vraiment dans le post-apocalyptique, mais au niveau de l'ambiance, on n'est pas dans quelque chose de réjouissant. L'héroïne, elle s'appelle 178. Et pourquoi? Parce que, pourquoi donner des prénoms aux ados si on peut leur donner le nombre de minutes où ils sont restés décédés entre leur mort et leur reboot. Et donc, Gwen, parce qu'elle a quand même un prénom, tout le monde l'appelle 178 et elle va devoir former les nouvelles recrues. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en formant des nouvelles recrues qui sont restées dans cet état, dans cet entre-deux moins longtemps, elle va commencer à se poser des questions parce que pour elle, oui, c'est comme ça, elle a rebooté, donc elle n'a plus de sentiments, vraiment. Elle a rebooté, donc elle peut être envoyée dans des missions vraiment spéciales et compliquées. Elle a rebooté, donc voilà, et elle va se poser petit à petit des questions sur son monde et sur la façon dont elle est traitée. Et donc, tous les reboots sont traités et c'est hyper, hyper intéressant. Il y a 2 tomes pour le moment. Normalement, c'est une trilogie. J'ai pas encore vu sortir le 3e tome. J'espère qu'il va arriver vraiment bientôt parce que c'est très bien. Je trouve que les sentiments sont vraiment bien décrits, les interrogations. Et je trouve que quand on est ado, on se pose des questions et on remet notre monde en question et que c'est ce qu'ils font ici dans un monde qui est complètement différent et bien pourri. bien pourri. Donc voilà. C'est marrant parce que du coup, ça me fait un peu penser aux insurgés qu'on a mentionnés. Parce que c'est aussi ce côté où c'est des adolescents. Bon, ici, ils sont jamais morts. Quand c'est un monde où quand on meurt, on meurt. Mais c'est aussi des adolescents qui font des missions hyper dangereuses. Et donc, c'est la même thématique où c'est un monde où on est attaqué par des terroristes en permanence. Et voilà. Je voulais juste en profiter pour quand même parler d'insurgés. Mais vraiment, les insurgés, j'ai beaucoup aimé l'histoire, mais je voudrais qu'ils engagent un relecteur. Je ne sais pas si ça t'a choqué, mais moi, ça m'a vraiment choqué. C'est un des romans où je me suis dit que là, vraiment, c'était exagéré. Comme ça me dit rien. Mais je comprends. Voilà. Mais comme ça me dit rien. Moi, le livre où j'ai eu le pire cas, il y avait vraiment 2 coquilles par page. Donc, je crois que j'ai vu le pire, donc ça m'a pas plus choqué que ça. Alors, j'enchaîne avec un roman francophone. C'est #bleu. Voilà, je vous montre. On est dans une société un peu qui ressemble un peu à la société dont tu te parlais dans Le Passeur. C'est-à-dire une société où tout est fait pour qu'on vive bien, pour qu'on vive sereinement et pour que ce soit plat et calme. D'ailleurs, quand on vit une émotion qui est forte, donc une tristesse intense par exemple, on va dans une sorte d'hôpital et ce mémoire va être effacé. Alors pas exactement effacé, y a toute une explication, je ne vais pas vous la donner, il faut lire le roman en fait. Et pourquoi est-ce qu'il s'appelle #bleu? Parce que quand on subit cette procédure pour enlever le souvenir qui est trop fort, on a un point bleu qui est... Alors, je pense que c'est au niveau du poignet, on a un point bleu qui apparaît et on peut en avoir 1, 2, 3, suivant le nombre de choses qu'on va nous tirer, le nombre de fois où on ira se faire cette procédure. Et donc ça, c'est une partie de la thématique qui est déjà extrêmement intéressante parce que on a tous eu un moment où on s'est dit « Oh, mais si je pouvais ne pas avoir vécu ça !» Et depuis que j'ai lu ce roman, moi, cette phrase suit toujours avec « Mais est-ce que j'ai vraiment envie de ne pas connaître la suite ?» Parce qu'en fait, si on nous retire les choses qui sont très fortes, si on perd les très bas, on perd les très hauts aussi.
enfin, pour moi, c'est logiquement comme ça. Et donc, c'est une question qu'il faut qu'on se pose aussi. Et l'autre chose qui est intéressante dans ce roman, le hashtag, il n'est pas là pour rien, il est là parce qu'on parle aussi beaucoup des réseaux sociaux. C'est important dans ce monde-ci d'être connecté, d'avoir des réponses, de la popularité. Et là, on rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure sur Extra, Judith, parce que c'est de ça qu'il est question aussi, c'est de sa popularité, de poster tous les jours des choses, de ce qu'on fait dans sa vie et rendre sa vie complètement publique. Il est vraiment bien écrit, il est vraiment intéressant, je trouve qu'il vaut la peine d'être lu. Il a été lu par le Club Ado, c'est ça que vous voyez ici sur la tranche, c'est les petites étoiles données par le Club Ado. Ce roman a 4 étoiles sur 5, sachant que le Club Ado ne donne quasi jamais 5 sur 5, ça veut dire que c'est un chouette roman, il a été lu par... On fait une moyenne quand il y a plus de 3 ados qui l'ont lu, donc ça veut dire qu'il a quand même été pas mal lu et pas mal apprécié. Donc voilà, moi je vous le conseille vraiment, je trouve que c'est un roman qui sort pas assez de chez nous, il vaut la peine. Et alors, pour rester dans la littérature francophone, c'est U4. Alors, j'avais plus que ce tome-ci à la bibliothèque. Il y en a. Il y a 4 tomes et puis celui-ci, en fait. Il y a une sorte de conclusion. Et les 4 tomes peuvent se lire dans n'importe quel sens. Ce qui est très intéressant dans l'exercice d'écriture, c'est que ce sont 4 auteurs et autrices qui ont écrit la même histoire. Et donc, on a, j'ai besoin de mon copion, Carole Trébor, Yves Grévet, Vincent Villeminot et Florence Hinkel. Florence Hinkel, c'est elle qui a écrit ça. Qui ont écrit la même histoire, mais avec des personnages différents et donc des points de vue différents et qui vont faire évoluer une histoire petit à petit. Alors, j'avoue que j'ai pas lu les 4 parce que ils sont tous sortis en même temps et que j'ai pas eu le temps, mais je trouvais que ça valait vraiment, vraiment le coup. On est aussi entre la dystopie et le post-apocalyptique. Ici, on est dans une société où un virus tue tout le monde, sauf certains ados. Et donc, ces ados vont devoir sauver leur peau. C'est un roman que j'ai voulu mettre plusieurs fois quand on nous demande... Donc, vous savez qu'on a un système de takeaway pour la bibliothèque. Vous pouvez commander en ligne des romans et on vous les prépare. Et j'ai eu plusieurs ados qui ont demandé qu'on prépare des romans. Et j'ai hésité très, très fort à mettre celui-là. Et puis, je me suis dit que mettre une histoire de contagion, c'était peut-être pas le bon moment. Mais il est vraiment super chouette. Quand il est sorti, il a eu beaucoup, beaucoup de succès, mais c'est très vite retombé et je trouve ça vraiment dommage. L'histoire de 4 ados. Donc, on a Jules, on a Coriden, Stéphane et Yanis qui vont tous être des survivants dans un monde nouveau qui va être complètement chamboulé et réécrit et voir comment ils s'en sortent, chacun différemment, chacun avec des règles différentes. C'est hyper intéressant, je vous conseille. Voilà. C'est à nouveau mon tour avec mon dernier livre à moi, qui est, j'ai à nouveau pas le tome en main, c'est un livre encore de Margaret Atwood. Ce qu'il faut savoir sur Margaret Atwood, c'est que donc elle a écrit La Servante écarlate et sa suite. Elle a écrit le livre dont je vais vous parler, mais elle a aussi écrit le dernier homme, qui est aussi une dystopie. Et en fait, Margaret Atwood, c'est un peu toute son écriture, c'est toujours remettre en question, quel que soit son roman. Donc, si vous aimez les livres comme ça, elle a écrit un roman historique, Captive, qui parle donc d'une personne qui a vraiment existé. Bon, évidemment, elle imagine un peu sa vie parce que ça se passe au 19e, donc elle peut pas tout connaître. Mais même ça remet toujours en question. Et donc, le livre dont je vais vous parler, ça s'appelle C'est le cœur qui lâche en dernier. Donc là, c'est comme je disais avec Battle Royale, on est dans le monde de maintenant. C'est Charmaine et Stan qui vivent dans leur voiture parce qu'ils n'ont plus assez d'argent pour avoir un vrai logement. Il y a que Charmaine qui travaille. Enfin, c'est les crises économiques partout aux États-Unis. Et ils voient une pub. Enfin, aux États-Unis, c'est plutôt Canada vu qu'elle est canadienne. Et ils voient une pub qui dit voilà, on vous offre un boulot, un logement, vous avez droit à un petit pavillon, etc. Sous condition évidemment. Ils se rendent sur place et on leur explique le deal. C'est pendant 1 mois, vous vivez dans votre pavillon, vous avez votre boulot et tout. Et le mois suivant, vous êtes en prison. Mais vous êtes toujours logé, blanchi, etc.
Et après un mois, vous retournez dans le pavillon, etc. Donc un mois sur deux, ils vivent une vie normale, et un autre mois sur deux, ils vivent en prison. C'est comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant qu'ils sont en prison? Un autre couple vit dans leur maison. Donc, ils font un enchaînement comme ça. Chacun a droit à son petit casier pour mettre ses affaires pendant qu'il est en prison. C'est dans cette communauté, chacun a droit à son scooter, son téléphone, etc. Alors, bon, ça paraît semi-idéal quand même, ils sont en prison, mais évidemment, il y a un grain de sable, il y a un truc qui coince, c'est que Stan un jour retrouve un petit mot de la dame qui vit là quand il n'est pas là, et ce mot le chamboule complètement. Et donc, voilà. Alors, cette histoire dans l'écriture et la façon de parler, je dirais, elle est quand même un peu plus trash. Comme La Servante écarlate, je le mettrais quand même entre les mains d'ados de plus de 16 ans. Mais à nouveau, c'est un truc qui fait vachement réfléchir. Celui-là, il est beaucoup plus récent, il date de 2017. Et même si Margaret Atwood est une dame assez âgée maintenant, hein, mais elle reste très dans l'air du temps, en fait. Et donc, moi, j'ai développé ce livre vraiment. Voilà. C'était mon dernier livre. Du coup, je te cède la parole. Du coup, je vais clore avec un roman qui s'appelle Les Furtifs d'Alain Damasio. Donc Alain Damasio, c'est un écrivain français qui a sorti que 3 livres. Il a sorti La Zone du dehors, qui est excellent. C'est un des meilleurs livres que j'ai jamais lu. Enfin, d'ailleurs, tous ces livres sont parmi mes préférés de ce que j'ai lu depuis que je lis des livres. Donc La Zone du dehors, c'est déjà une dystopie, donc on pourrait le mettre dans la liste, mais j'ai préféré parler du dernier parce qu'il est sorti en 2019. Donc entre ces deux dystopies, il a écrit La Horde du Contrevent. J'espère que vous avez entendu parler de ce livre, et si vous l'avez pas lu, courez, c'est juste trop bien. Voilà, bon, assez de fin de service. Donc voilà, Alain Damasio, Les Furtifs, sorti l'année dernière. Donc un livre super frais, super actuel. Alain Damasio, c'est un auteur qui est très engagé, qui déjà ses livres sont vraiment des objets livres il va questionner le livre et sa manière d'être, donc en jouant sur les symboles, sur les polices, sur enfin voilà, sur des tas de choses. C'est très intéressant. Et donc ce livre, Les Furtifs, il a mis quasi une dizaine d'années pour l'écrire. Il a passé beaucoup de temps dans les ZAD, dans les communautés autonomes en France et ailleurs, pour voir un petit peu des manières alternatives de vivre. Donc l'histoire, c'est donc un père qui recherche sa fille disparue, qu'il croit avoir été enlevée par les furtifs, une sorte de créature imaginaire qui vivrait dans nos angles morts et qui du coup a une sorte de vivacité extrême. Et donc on est dans une société très proche de la nôtre. On est en France en 2040, 2050 par là. Donc c'est une société qui a été lourdement transformée. On parle beaucoup de marketing personnalisé. Il y a donc pas mal de villes qui ont été privatisées. Donc par exemple Paris est devenu LVMH Paris. Orange, la ville du sud de la France, a été rachetée par les télécommunications. Lyon s'est transformé en Nestlyon. Voilà, donc on a un État qui se désengage totalement des personnes. On a vraiment une société dans un ultralibéralisme, un capitalisme hyper sauvage. Et donc Lorca Varèse, le père de cette fille disparue, qui s'appelle Tishka, rejoint donc un corps armé. Il est plus tard rejoint par son ex-femme qui s'appelle Sahar, et qui elle a essayé de faire son deuil, mais qui va du coup revoir un petit peu sa position.
Et donc ils vont tous les deux rejoindre cette unité militaire spécialisée dans la chasse de ces créatures qui s'appelle le Récif. Et donc ils vont essayer de retrouver les furtifs qui sont donc ces êtres doués de capacités mimétiques extraordinaires. Ils peuvent du coup se fusionner avec d'autres animaux, d'autres végétaux, enfin tout un tas de matières et vont donc changer leur métabolisme constamment et se fondre dans leurs environnements et bouger à des vitesses qui défient un peu les lois de la physique. Et du coup qui ne peuvent pas être vus par l'être humain sans déclencher un système de protection qui va en fait les pétrifier en les transformant en une espèce de sculpture de céramique quoi. Et donc les furtifs sont très fort liés aussi au son et à la musique et donc voilà toute cette histoire là va être la traque de ces créatures pour retrouver cette fille. Et ils vont évoluer en fait dans un espèce de monde qui est en fait une vision un peu dramatique du monde dans lequel on est parce que c'est vraiment enfin bon ça se passe en France mais du coup c'est vraiment très proche de choses qu'on connaît déjà, c'est juste un peu plus exacerbé un peu comme dans certains scénarios de Black Mirror par exemple et ça apporte aussi des solutions en montrant des moyens de résister, des moyens de se protéger du fait qu'on est traqué continuellement sur nos téléphones, sur nos ordinateurs. Et donc voilà, ça parle beaucoup de sociétés, de petites communautés autogérées, de zones à défendre, les ZAD. Enfin voilà, c'est de la dystopie très proche de notre système actuel, quoi. Voilà. Du coup, on peut clore là-dessus, je pense. Et je vais juste inviter Noémie à nous rejoindre. On va donner les derniers mots à Noémie pour clore cette session. Session qui s'est super bien passée. Et ouais. Puis voilà. Et puis on a dépassé la. Instagram nous a éjectés au bout d'une heure, genre on en a marre. Voilà. Voilà. Mais bon. Je trouve que le livre dont tu parlais, c'est bien pour clôturer parce que ça reprenait un peu plein de sujets. Complètement. Voilà. Il est très 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 puissant et c'est un film où on rit, on pleure et en même temps il donne envie de se battre aussi parce que c'est vraiment nous en fait, c'est notre monde, c'est juste il y a ces furtifs qui sont rajoutés là, c'est un peu l'effet science-fiction qui différencie notre monde de ce livre, mais les furtifs, lisez le livre, vous verrez, en fait, c'est un peu la métaphore de quelque chose qui manque à notre société, et voilà, vraiment lisez-le, c'est juste génial. Voilà, Noémie, on te donne la parole pour les derniers mots. En tout cas, tu m'en as déjà beaucoup parlé et j'ai pas encore pris le temps de le lire, mais c'est sur le haut de ma liste de trucs à lire. Bon, c'est sur le haut, ça va arriver, mais ma liste de trucs à lire est évidemment très très longue. Moi j'avais envie de savoir pourquoi vous, puisque on est reparti pour une heure, donc on a un peu le temps de parler, pourquoi est-ce que vous lisez de la dystopie, vous? Alors, est-ce que vous avez peu comme ça, parce que si on le fait tous les trois, c'est que c'est un style qu'on aime bien et qu'on lit. Sinon, on n'aurait pas fait ça tous les trois. Et est-ce qu'il y a une raison particulière ou juste c'est parce que ça vous est tombé dans les mains? En réfléchissant bien, j'imagine que c'est le fait que je sois quelqu'un de très très pessimiste. Du coup, naturellement, je me dis, voilà, de toute façon, on va vers du négatif, donc pourquoi pas lire c'est possible. Et il y a rien à faire, comme on l'a dit plusieurs fois. Ça a beau être écrit il y a quasi 100 ans, c'est encore pertinent maintenant, c'est visionnaire, c'est incroyable et aussi, bon, pour ça il faut être quelqu'un qui les a lus. Et moi je trouve qu'il y a plein de moments comme ça où on se dit il se passe quelque chose dans le monde et on se dit mais c'est exactement comme dans cette histoire-là et du coup faites attention, c'est pas
voilà, c'est pas parce qu'il y a beaucoup d'événements graves où on va se dire oui, mais c'est juste ponctuel, c'est juste ça, c'est pas grave. Et puis après, ben non, même si c'est de la fiction, même si c'est inventé, c'est la nature humaine, c'est des comportements qui existent, c'est souvent basé sur des choses qui ont déjà existé. Et donc voilà, et donc c'est ce côté un peu d'anticipation. D'ailleurs, c'est la catégorie de romans, c'est des romans d'anticipation que moi j'aime bien. Et je suis pessimiste, tout simplement. Donc voilà, autant y aller à fond. Et toi, Nico? Moi, je pense que j'ai commencé à lire des dystopies en même temps que j'ai lu de la fantasy et de la science-fiction, mais les dystopies, ça m'a particulièrement marqué parce que ado, j'étais très engagé et très intéressé par la question du politique en général. Et je pense qu'en fait, les dystopies, c'est un petit peu un moyen fun de d'apprendre des choses sur nos systèmes, même si c'est tourné en dérision, enfin ou en fiction en tout cas. Je pense que, comme tu l'as dit, les auteurs de dystopie, de science-fiction et tout, ils ont ce côté un peu lanceur d'alerte. Et en fait, voilà, moi je trouve que c'est un moyen en fait d'autodéfense que de lire des livres qui vont un peu anticiper les problèmes de demain, quoi. D'ailleurs, il y a vraiment un changement de ton au fur et à mesure qu'on lit des dystopies. Enfin, on voit qu'au début, on critiquait vraiment les régimes totalitaires, tout ça. Et à partir des années 80-90, les dystopies, ça devient de plus en plus des critiques de systèmes plutôt capitalistes et voire, par exemple, les furtifs, pour encore en parler un petit peu, il est catégorisé parfois dans du biopunk par opposition au cyberpunk, parce qu'en fait, on se rend compte maintenant que l'informatique, donc ce qui dans les années 80, le cyberpunk était vu comme un moyen d'émancipation et un moyen de défense et de contestation. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est pas vraiment ça vers ce à quoi on tend. Ce serait plutôt le biopunk en fait qui serait du do it yourself un peu low tech quoi. Enfin voilà, lisez le furtif, c'est un super manuel pour les 50 prochaines années à venir. Voilà, ça donne des super pistes. Et pour le coup, moi je me considère pas vraiment pessimiste. Je pense que je suis plutôt réaliste. C'est-à-dire que Moi aussi, du coup, je suis réaliste. voilà, le pessimisme, je pense pas que, enfin, personne voit la catastrophe comme quelque chose d'inéluctable. Je pense qu'on a tous au fond de nous une petite étincelle qui nous permet de continuer à vivre. Sinon, on serait pas là pour vous parler de dystopie. Je pense que les dystopies, justement, c'est voir un peu le pire scénario possible pour du coup, anticiper et essayer d'être créatif pour inventer des nouvelles façons de vivre. Mais pour rebondir sur ce que tu as dit, enfin sur deux choses que tu as dit, Ouais. on va rester là encore 2 heures. Hein. Mais c'est le côté, j'avais oublié dans Église, on parle du monde d'avant et ça, on les appelle les rouillés parce que c'est bien dans Église, hein, je me trompe pas. Et on les appelle les rouillés parce qu'ils utilisent du métal et alors dans ce monde des rebelles, on voit des immeubles où on n'a plus que le métal qu'on met dans le béton et tout et tout, et c'est les rouillés. Et alors c'est beaucoup critiqué parce qu'ils utilisaient le fer, ils ont vidé la terre et tout ça. Donc il y a ce côté aussi très mouvement écologique qu'on retrouve et qu'on peut même retrouver dans. Alors là c'est pas du tout dystopique, c'est beaucoup plus apocalyptique, mais c'est dans Autre Monde de Maxime Chatham. Où là c'est carrément la nature qui reprend le dessus du jour au lendemain, genre poum, on reprend le dessus enfin ça pourrait rentrer dans la dystopie en fait. Bref, le voilà. post-apo est souvent difficile à démêler de la dystopie quoi. Ouais, mais ici et alors une autre chose qui m'avait mince, j'ai oublié ce que c'était. Tant pis, c'est que c'était pas important, mais je vois qu'on a un commentaire. Donc c'est Tortue Lente
puisque c'est le qui dit Est-ce que ça fait peur? je lis des dystopies car c'est un genre qui peut faire peur par son côté trop réel. C'est ça qui m'intéresse et qui m'amène à la réflexion. C'est hyper intéressant parce que c'est ce que moi j'aurais répondu aussi. Je T'as deux coups. me considère optimiste. Je pense vraiment être quelqu'un d'optimiste indécrottable, mais j'aime cette alerte, j'aime ce petit truc d'alerte de dire attention, en fait, un monde ne peut pas être tout rose et tout bisounours, il y a des problèmes et il faut qu'on s'interroge dessus. Et la dystopie, ça permet vraiment de s'interroger sur notre monde en nous mettant dans un monde qui est complètement différent. Et en fait, c'est toute la littérature, finalement, c'est ça, c'est pas toute, mais une grande partie, c'est s'interroger. Et j'aimais bien ce que tu disais, Nico, de se dire que ce sont ces romans, ce sont des manuels de survie. Ben, en tout cas, ça donne des pistes, quoi. Ça donne à réfléchir et ça permet aussi d'inventer des nouvelles façons de vivre, quoi, je pense. Mais d'ailleurs, je trouve que c'est une façon de reconnaître des bons auteurs de dystopie. C'est que ça va être déjà visionnaire, des choses, et surtout parce que je trouve qu'avec justement Hunger Games, il y a des dystopies qui sont sorties où c'était, on sentait que c'était, je vais sur la vague de la dystopie, j'invente un monde où tout est noir et tout et tout. Mais il y avait ce côté, il y a toujours ce côté un peu, je marche pas là-dedans, ça clope pas et du coup, c'est ça, un bon auteur de dystopie aussi, c'est quelqu'un qui prend vraiment un sujet où on se dit pas non plus complètement c'est n'importe quoi, mais qui généralement va être vrai d'ici parfois 5 ans, parfois 100 ans, hein, mais voilà. Et du coup, je trouve ça bien. Et c'est pour ça aussi que je trouve que c'est important de parler des bonnes dystopies, parce qu'il suffit qu'on ait lu un truc où c'est noir et blanc et très basique. Et alors on se dit ouais, j'aime pas la dystopie parce que voilà. Donc nous on a des bons goûts, donc on vous a donné des bonnes dystopies. Mais il y en a sûrement des tas d'autres qu'on n'a pas cités. Et d'ailleurs, oui, on n'a pas du tout abordé tout le pan de la bande dessinée, mais il y a des tas de choses super fun, souvent un peu plus récréatives et légères, mais pas toujours, mais voilà, il y a aussi des tas de choses. On pourra faire un autre live dystopie. De toute façon, ici, on va faire donc, comme je l'ai dit, on va reprendre tous les titres qu'on a dit, qu'on a expliqué, qu'on a même mentionné. J'ai vraiment envie de tout mettre, mentionner s'il y a des films ou des séries qu'on conseille ou pas, dans certains cas. Voilà. Mais j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup plu de parler de dystopie, parce que j'adore parler de dystopie et de littérature de manière générale. Et j'ai bien pris note de plein de titres à lire. Je ne sais pas pour toi. Merci beaucoup. Donc moi, j'ai vraiment hâte de savoir ce que d'autres personnes qui étaient présentes pendant le live, mais qui vont aussi voir sur IGTV ou sur YouTube, lisent ou ont envie de lire parce que ça nous ouvre des horizons et que si je ne lisais que ce qui me tombe dans les mains, ben, je vais rester dans un style et dans une chose, alors que moi, ce que j'aime, c'est lire de tout. Donc, je compte sur vous pour... on vous donne des recommandations, mais on espère que vous nous en donnez aussi, en fait. C'est le but. Oui, et donnez-nous des idées aussi, parce que parfois, il y a peut-être un super livre qu'on n'a pas acheté à la bibliothèque, mais c'est pas parce qu'on l'aime pas, c'est juste qu'on l'a pas vu passer. Tout à fait. Ça nous arrive à nous aussi. D'ailleurs, il faut que je vérifie que vous ayez nous autres de Ziamatine, parce qu'il est fondateur. On vérifie pas ça. D'ici là, on vous souhaite une bonne fin de journée. On vous donne rendez-vous vendredi à 9h du matin pour un réveil en poésie. Céline et moi, on se retrouve et comme tous les matins maintenant, on vous lit de la poésie. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Que tout se passe bien, portez-vous bien et lisez. Salut.